Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le nouveau cycle de discussion entre Kiev et Moscou en Turquie. Une rencontre diplomatique qui semble promise à un nouvel échec. Nous reviendrons ensuite sur les difficultés éprouvées par Donald Trump à imposer ses tarifs douaniers. L'opposition vient ici de l'intérieur avec l'appareil judiciaire états-unien. Et enfin, nous dresserons le bilan de la tournée est-asiatique d'Emmanuel Macron. La Turquie s'apprête à recevoir un nouveau round de négociations concernant la guerre en Ukraine. Comme les précédents échanges, ceux-ci ne devraient pas aboutir. Explication. Les conditions ont été créées pour la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Le premier tour a eu lieu le 16 mai à Istanbul. La partie russe, comme convenu, a rapidement élaboré un mémorandum approprié qui expose notre position sur tous les aspects d'un traitement fiable des causes profondes de la crise. De nouvelles négociations et une impasse diplomatique qui semble inévitable. Comme l'a affirmé le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, Moscou a posé des conditions strictes pour un éventuel accord de paix centré sur l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, notamment l'exclusion formelle de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie de cette alliance. Ces exigences incluent également la levée de certaines sanctions occidentales, la protection des russophones en Ukraine et la reconnaissance d'un statut de neutralité pour Kiev. Cependant, ces conditions sont perçues comme des ultimatums par l'Ukraine et ses alliés occidentaux qui voient une tentative de Moscou d'imposer un veto sur les choix souverains de nations indépendantes. Les divergences d'apparence irréconciliables entre les parties et une méfiance mutuelle semblent paralyser tout progrès dans les échanges. Du côté ukrainien, la position est tout aussi inflexible. Kiev insiste sur son droit à poursuivre une intégration à l'OTAN, considérée comme une garantie essentielle contre de futures agressions russes. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé les propositions russes comme des manœuvres destinées à prolonger le conflit, accusant Moscou de chercher à gagner du temps pour consolider ses gains militaires. Et pour cause, sur le terrain, la partie semble tourner à la faveur de Moscou. Ce point mort dans les négociations est renforcé par l'absence de Vladimir Poutine au pourparlers d'Istanbul prévu le lundi 2 juin, ainsi que par la composition de la délégation russe jugée peu sérieuse par Kiev. L'échec des premières négociations en mai 2025 à Istanbul, marqué par des positions rigides et un manque de concessions des deux côtés, a amplifié le scepticisme quant aux intentions réelles des deux camps. Les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, ont exprimé une volonté de mettre fin au conflit, mais les déclarations récentes de responsables américains, dont Donald Trump, laissent entendre une frustration croissante face aux exigences russes. Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours entendu avec lui. Mais il tire des roquettes sur les villes et tue des gens. Et je n'aime pas ça du tout. Donald Trump, tout en critiquant Vladimir Poutine pour sa poursuite des hostilités, a également reproché à Volodymyr Zelensky une certaine réticence à négocier. De son côté, Emmanuel Macron n'en aura toujours pas une. En déplacement en Asie, il a déclaré que la crédibilité des États-Unis dépend de leur capacité à imposer des sanctions en cas d'échec diplomatique. En matière de crédibilité, le président français repassera, lui qui joue les cabots face à Moscou, mais se montre incapable de tordre le bras à l'Algérie, qui le nargue avec la détention prolongée de Boualem Sansal. L'Allemagne et son chancelier Friedrich Merz suivent aussi une ligne volontariste avec l'annonce de la production de missiles longue portée pour l'Ukraine, au risque de relancer le point Godwin. L'implication directe dans la guerre est déjà évidente et l'Allemagne glisse sur le même plan incliné sur lequel elle a déjà glissé vers son effondrement à plusieurs reprises au cours du siècle dernier. J'espère que les hommes politiques responsables de ce pays tireront encore la bonne conclusion et mettront fin à cette folie. La Russie, de son côté, semble avoir le temps avec elle et prend le temps de négocier tout en intensifiant ses opérations militaires. Les avancées russes dans l'est de l'Ukraine, notamment dans l'oblast de Donetsk, et l'ouverture d'un nouveau front à Soumy illustrent une volonté de pression militaire pour forcer des concessions. Cette approche, combinée à des revenus substantiels tirés des exportations d'hydrocarbures, 883 milliards d'euros depuis 2022 selon le Centre for Research on Clean Air, permettent à Moscou de financer la guerre malgré les sanctions. La médiation turque, bien que saluée pour son impartialité, peine à surmonter ces obstacles. À croire que, comme au Proche-Orient, la fin du conflit dépend ici aussi du bon vouloir de Washington, comme a pu le dire Donald Trump il y a 2 semaines à propos de l'échec annoncé du premier round de négociations. Le deuxième semble parti pour aboutir
au même résultat. Rien ne se passera tant que Poutine et moi ne nous serons pas rencontrés, d'accord ? Et il était évident qu'il n'irait pas. Il allait y aller parce qu'il pensait que j'y allais aussi. Mais il n'allait pas y aller si je n'y étais pas. Je crois qu'il ne se passera rien, que vous le vouliez ou non, tant que lui et moi ne serons pas ensemble. Mais nous allons devoir résoudre ce problème parce que trop de gens meurent. Donald Trump entravé par les juges, les droits de douane décidés par les États-Unis sont mis en suspens en attente d'une décision de justice. Renaud de Bourleuf. Résistance aux mesures douanières de Donald Trump. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui s'est dressé face au président des États-Unis, c'est tout simplement l'appareil judiciaire américain qui entrave l'action de son chef d'État. Mercredi, le tribunal de commerce international des États-Unis a bloqué les droits de douane décidés par Donald Trump. Il s'agit de ceux vis-à-vis du Canada, du Mexique et de la Chine, mais aussi de l'Union européenne. Rappelons que les droits de douane concernant l'UE font encore l'objet de négociations. En effet, vendredi 23 mai, Donald Trump a menacé d'imposer 50% à l'Union européenne d'ici au 1er juin. 2 jours plus tard, il a reporté la date au 9 juillet. La décision judiciaire de bloquer les mesures économiques était motivée par un recours injustifié de Donald Trump à une loi sur l'urgence économique. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ne l'entendait pas de cette oreille. La nuit dernière, l'administration Trump a fait face à un nouvel exemple de coup d'État judiciaire. Le lendemain, jeudi, la Cour d'appel suspendait cette décision en attendant de se prononcer sur le fond, de quoi donner un sursis à l'administration Trump. Le président des États-Unis a fustigé des juges de gauche et des backroom hustlers, ce qui pourrait se traduire par arnaqueurs de l'arrière-boutique, de quoi supposer une référence à ce qui est communément appelé l'État profond américain. De quoi penser que les juges verraient les barrières douanières comme une atteinte envers la mondialisation, a fortiori si on pense que ces mesures auraient pour but non seulement de relancer l'industrie américaine, mais aussi d'affaiblir l'élite mondialiste dont le pouvoir est lié à celui du dollar comme monnaie mondiale. Quoi qu'il en soit, après les multiples procédures pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump n'en a pas fini avec les juges. Jeudi, alors que la Cour d'appel accordait un répit, un autre tribunal à Washington estimait que les taxes visant le Canada, le Mexique et la Chine étaient illégales et ne pouvaient être collectées. La décision était assortie d'un sursis le temps d'un éventuel appel. Le même jour encore, c'était sur le sujet du progressisme sociétal que des bâtons dans les roues étaient donnés à la Maison-Blanche. Un juge fédéral confirmait la suspension de l'interdiction de recruter des étudiants étrangers prononcée par l'administration contre Harvard. Et ce alors que la Maison-Blanche avait l'Université de la côte Est dans son viseur, l'accusant de dérive wokiste et d'antisémitisme. À croire que si Donald Trump veut rendre à son pays sa grandeur, l'État profond n'a pas dit son dernier mot. Et à présent, un bilan de la tournée d'Emmanuel Macron dans le sud-est de l'Asie, Édouard Chanon. De la puissance d'équilibre au déséquilibre régional. Comme prévu, le voyage du 26 au 30 mai d'Emmanuel Macron au Vietnam, en Indonésie et à Singapour n'aura pas permis de tracer la troisième voie face aux grandes puissances entre les routes de la soie chinoise et les tarifs douaniers de Trump. Alors évidemment, l'opération avait fort mal commencé avec le drôle de moment de complicité entre Brigitte Macron et son époux. Un épisode ridicule renforcé par une communication ratée de l'Élysée qui voulait pourtant ouvrir une séquence dans la cour des plus grands. En effet, l'Indo-Pacifique est un peu le nouveau centre du monde, étendu de la Californie à l'Éthiopie, en passant par le détroit indonésien de Malacca et le port russe de Vladivostok. 2/3 de la surface du globe et près de 3/4 de la population mondiale, avec les PIB les plus dynamiques de la planète qui devraient atteindre 50% du PIB mondial en 2040 selon le FMI. Bien sûr, grâce à la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, la France est présente dans la zone, mais elle reste bien modeste, pesant moins de 3% du commerce asiatique. Mais Emmanuel Macron n'a jamais peur de voir grand, ni même trop grand. Au Vietnam, dont la France n'est que le 21e partenaire, le président français a annoncé la signature de 30 accords dans les domaines de l'énergie et des transports pour un montant de 12 milliards d'euros, notamment 20 Airbus pour Vietjet, une compagnie locale à bas coût. Un bilan assez maigre, estime l'entrepreneur français en Chine et auteur de l'essai Comprendre la relation Chine-Occident, Laurent Michelon, car face à Washington, la concurrence est en effet écrasante. C'est très bien, on ne peut que s'en réjouir en étant français, mais il faut comparer ça avec la négociation actuelle qui a lieu entre le Vietnam et la société Boeing pour une gigacommande de 250 appareils. Et ça, c'est dû au fait que le Vietnam est dans le collimateur de l'administration Trump dans la guerre sur les droits de douane. Et l'administration vietnamienne essaye en fait de réduire l'excédent commercial du Vietnam et d'apaiser
l'administration Trump. En Indonésie, géant de 270 millions d'habitants, des contrats pour 17 milliards d'euros ont été annoncés, mais non détaillés. Ils bénéficieraient notamment à Total Energy et Hydrogène de France. Une lettre d'intention a aussi été signée pour une commande de Rafale, qui s'ajouterait donc aux 42 exemplaires commandés jusqu'à présent par Jakarta. Il serait donc porté à 54 selon des informations obtenues par la Tribune. L'Indonésie a l'année passée commandé 2 sous-marins Scorpène à Naval Group et 13 radars à Thales. Paris voudrait maintenant lui vendre des frégates et des canons César. À Singapour ce vendredi, Macron intervenait au Shangri-La Dialogue, le plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie. L'occasion de distiller les éléments clés de sa stratégie indo-pacifique qui risque de susciter l'ire de Pékin. En effet, le discours en apparence équilibré du président français, appelant à un ordre fondé sur le droit et à la souveraineté face aux grands déséquilibres mondiaux, masque difficilement une ingérence qui pourrait attiser des braises dans la région, selon Laurent Michelon, qui plaide pour des solutions locales aux problèmes locaux. Il a annoncé au Vietnam que la France était une puissance d'équilibre et de paix. Au même moment, il parle de vendre des frégates, des avions de chasse et d'apporter le soutien militaire de la France à qui en aurait besoin pour contrer la Chine. Alors, il n'a pas fait de référence directe à la Chine, mais lorsqu'il explique aux Vietnamiens que aussi bien la France que le Vietnam ne souhaitent pas être contrôlés par des puissances de taille supérieure, on comprend tout à fait la référence qui est faite à la Chine. Si Macron cherche, selon Laurent Michelon, à s'inscrire dans les pas du général de Gaulle, qui avait critiqué en 1966 à Phnom Penh l'intervention américaine au Vietnam et défendu les principes de neutralité et d'autodétermination des peuples, le dirigeant français masque mal aujourd'hui sa duplicité. Emmanuel Macron fait semblant d'être un général de Gaulle du XXIe siècle, mais en réalité, il vient parler sans que personne lui demande de liberté de navigation, ce qui est la tarte à la crème des États-Unis depuis 30 ans dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine du Sud, où sous prétexte de tenir à la liberté de navigation, en fait, les États-Unis et les États vassaux que sont l'Allemagne, la France, le Canada, envoient des patrouilles maritimes et aériennes aux portes de la Chine. On voit la volonté de s'ingérer dans les affaires d'États souverains en Asie du Sud-Est et de s'insérer dans les relations bilatérales entre ces États. La Chine et le Vietnam, tout comme la Chine et la Malaisie ou les Philippines, sont tout à fait capables de régler leurs différends territoriaux sans intervention ni américaine ni française, mais évidemment, c'est beaucoup plus payant pour les États-Unis et pour l'Union européenne d'attiser les braises de ces différents territoriaux. D'abord parce que ça permet de vendre des armes, et on a bien vu que Emmanuel Macron s'enorgueillit de vendre éventuellement des Rafales, des frégates et des canons César dans la région, et en même temps venir parler de paix et d'équilibre. Donc on voit vraiment le cynisme et la duplicité habituelle du président Macron. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. L'Assemblée nationale vote pour la suppression des ZFE. Mercredi, la suppression des zones à faible émission, dites ZFE, instaurée en 2019 pour réduire les particules fines via la loi Climat et Résilience, a été votée. Portée par le RN, notamment le député Pierre Meurin, et les LR, l'article du projet de loi de simplification a recueilli 98 voix contre 51. Soutenu par LFI et quelques macronistes. Les ZFE restreignant les véhicules polluants, critère 3 ou plus, sont critiqués car excluent les plus modestes qui se voient empêchés de disposer d'un véhicule. Le vote final du projet de loi, encore débattu, pourrait être contesté par le Conseil constitutionnel. Interdire tout et partout, une nouvelle étape dans l'incontinence législative et le flicage permanent. À partir du 1er juillet 2025, fumer sera interdit sur les plages, dans les parcs, jardins publics, équipements sportifs, abribus et aux abords des écoles, a annoncé le ministre de la Santé, la très changeante Catherine Vautrin. Cette mesure, inscrite dans le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, elle vise officiellement à protéger les enfants et à réduire les décès annuels liés au tabac. Officiellement première cause de mortalité évitable en France. Une amende de 135 € sanctionnera les contrevenants et on imagine bien quel profil pâle nos courageux policiers cibleront. Les terrasses de café ne sont pas concernées. Le vapotage, bien que non interdit, verra ses taux de nicotine et arômes régulés d'ici 2026.
Un match de football et la République panique. Demain samedi aura lieu la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. En cas de victoire de l'équipe parisienne, bien que le match ait lieu à Munich, des festivités auront lieu dans les rues de Paris. 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés. Un dispositif massif, selon les mots du préfet de police Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau doit avoir en tête les émeutes et boutiques saccagées au début du mois lors de la demi-finale. Samedi, match retour. Une chasse au trésor géante sur le thème d'Excalibur. Le Puy du Fou a lancé le 22 mai une chasse au trésor international nommée Excalibur, dévoilée lors de la première du spectacle L'épée du roi Arthur. L'objectif, retrouver une épée légendaire de 3,4 kg forgée artisanalement selon des techniques médiévales, ornée d'une spinelle rouge de 6,23 carats et d'une valeur de 250 000 €. 12 énigmes calligraphiées conçues par Unsolved Hunt guident les participants vers ce trésor caché dans l'un des 6 pays, Portugal, Espagne, Andorre, France, Royaume-Uni ou Irlande. Accessible à tous, le jeu ne nécessite pas de déplacement constant, mais un voyage final sera requis pour récupérer l'épée. Avec déjà 20 000 inscrits au lancement, la chasse inspirée de la légende arthurienne promet une aventure mêlant histoire, cryptographie et intuition. Les coffrets vendus entre 29 et 129 € sont disponibles sur le site du Puy du Fou. La fin du jeu est prévue au plus tard le 1er juin 2030. L'actualité internationale en bref. Combat entre djihadistes en Syrie. Jeudi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a évoqué un communiqué de l'État islamique faisant état d'une attaque contre le nouveau régime de Damas. Un dispositif explosif aurait été lancé contre un véhicule des forces armées syriennes, provoquant 1 mort et 3 blessés dans la province de Soueida, au sud du pays. Aucune motivation n'a été communiquée quant à cette attaque. Rappelons qu'en 2013, l'actuel chef d'État syrien Ahmed al-Shara avait rompu avec l'État islamique pour raisons stratégiques, refusant la fusion de l'État islamique en Irak et du Front al-Nosra dont il était le fondateur. Quoi qu'il en soit, l'annonce de cette attaque arrive au bon moment pour le président syrien, quelques jours après que l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé la levée des sanctions. ThyssenKrupp, le démantèlement d'un géant. Né en 1999 de la fusion de Krupp et Thyssen, le géant de la sidérurgie allemande a annoncé lundi une restructuration majeure, marquant le début de son démantèlement. Confronté à 2 années consécutives de pertes et à une concurrence mondiale accrue, le groupe abandonne son modèle de conglomérat pour adopter une structure de holding plus flexible. Ses principales divisions, acier, pièces automobiles, sous-marins et technologies vertes, deviendront des entités autonomes, ouvertes aux investissements externes. La branche marine TKMS et la division automobile seront introduites en bourse, tandis que le siège d'Essen verra ses effectifs réduits. Malgré la promesse de conserver une participation majoritaire dans la plupart des entités, sauf l'acier, les craintes de suppression d'emplois, notamment après l'annonce de 11 000 postes menacés, suscitent des inquiétudes. Cette transformation, saluée par une hausse de 8% de l'action en bourse, reflète les défis de l'industrie allemande face à la transition économique. Feu de forêt au Canada. Depuis mercredi, 17 000 personnes ont été évacuées dans la province du Manitoba. Jeudi, la province voisine de la Saskatchewan a à son tour déclaré l'état d'urgence. Près de 200 000 hectares de forêt ont été touchés au cours du dernier mois, soit le triple de la moyenne totale annuelle dans cette région, ce qui s'explique par une sécheresse particulièrement importante. Découverte archéologique au Guatemala. Jeudi, le ministère de la Culture du pays d'Amérique centrale a annoncé la découverte des vestiges d'une cité maya datant de 2800 années. Le site s'étend sur 16 km² et serait l'un des centres cérémoniels les plus anciens de la civilisation maya. Avec des pyramides et des observatoires astronomiques, il aurait une remarquable planification architecturale. Par ailleurs, ont été découverts à proximité une pyramide de 33 mètres de hauteur ornée de fresques et un site comportant un système de canaux unique de transport de l'eau. L'ensemble de ces 3 sites forme un triangle. Les chercheurs devraient étudier l'idée d'une forme d'organisation urbaine. Ce soir, le plus d'éléments et demain dans le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit Alain Juillet, l'ancien directeur du renseignement de la DGSE, pour évoquer les difficiles négociations autour des guerres du Proche-Orient et en Ukraine et la dangereuse diplomatie européenne. Dimanche, un zoom avec l'évêque auxiliaire d'Astana, Monseigneur Schneider, et Terre de Mission. Lundi, dès 7h, retrouvez un zoom avec l'urbaniste Pierre Le Vigan sur l'aménagement des villes françaises. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine et à lundi.